Bienvenue à tous, nous sommes le 20 août 2020, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer sur l'actualité concernant la maladie à coronavirus. Ce soir, nous débattons de ce thème où nous devons prévenir le nationalisme vaccinal. C'est une déclaration de l'Organisation mondiale de la santé au plateau. Pour en parler, j'ai docteur Fantier Aokou, médecin de santé publique. Bonsoir docteur et merci d'honorer ce plateau. Merci pour l'invitation. Alors, d'entrée de jeu, comment se présente aujourd'hui le plateau, sinon le tableau de la recherche concernant les vaccins à travers le monde? Actuellement, il y a une course contre la montre entre les pays développés qui ont la technologie pour mettre au point les vaccins. D'une part, il y a la Chine, d'où est partie l'épidémie. Ensuite, il y a la Russie. Il y a une firme pharmaceutique française basée aux États-Unis qui a reçu des financements américains pour aussi rechercher et mettre à disposition le plus tôt possible cet outil de prévention de la maladie. Et il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, seule la Russie a annoncé par la voix de son président la mise au point d'un vaccin efficace. Sinon, pour les autres pays, c'est des vaccins qui sont en cours de recherche encore, parce qu'il y a plusieurs étapes avant d'affirmer l'efficacité du vaccin. Et quand on prend le vaccin chinois, qui est en cours d'expérimentation au Brésil, où il y a beaucoup de cas de Covid-19, ils ne sont pas encore à la phase de production industrielle. Une chose est de trouver soit les anticorps qui peuvent soit anéantir le virus dans l'organisme et que ces anticorps puissent permettre à l'organisme de résister pendant plusieurs mois, voire années, à une nouvelle infection. Et aussi, pour ce qui est de la tolérance, il y a ce que nous appelons les effets indésirables liés à la vaccination. Il ne faudrait pas que le vaccin provoque d'autres complications sur le plan sanitaire pour l'individu. Donc l'innocuité vaccinale, l'efficacité. C'est-à-dire la pharmacovigilance. Oui, ça rentre dans la pharmacovigilance. Parce que là, vous avez les effets secondaires attendus et les effets indésirables qui peuvent être des effets positifs aussi. Pas seulement des effets négatifs. Donc, il y a tout un cheminement. Et lorsqu'on écoute un peu les chercheurs ou, disons, les firmes pharmaceutiques qui se sont lancées dans la recherche, on a l'impression qu'on est en train d'escamoter les étapes de la recherche vaccinale. Parce que vous avez le minimum pour découvrir ou mettre au point un vaccin. C'est plusieurs années. Là, nous sommes à quelques mois déjà et il y a des informations concernant la mise au point de tel autre vaccin. Il faut dire là aussi que pour cette maladie particulière, il y a un souci, comme l'a dit quelqu'un, un éminent chercheur. C'est une maladie qui est pratiquement non immunisante parce que les anticorps qui sont produits au cours de l'infection ne durent pas dans l'organisme, donc ne permettent pas une protection
importante de la personne. De la personne contre Covid-19. Alors, justement, dans cette démarche de la recherche concernant ce vaccin, on sait que la Russie, le président russe a fait une déclaration il y a un peu plus d'une semaine concernant ce vaccin-là qui est en essai, ou qui a été injecté à plusieurs personnes, y compris bien sûr sa propre fille. Est-ce que ce vaccin est digne de confiance alors où nous débattons sur ce plateau quand on sait que ces différentes étapes n'ont pas été respectées selon certaines recherches? Il faut aller de 5-10 ans. Il est bien vrai qu'on est en une crise sanitaire. On revoit quand même l'année, mais c'est pas un peu trop vite aller en besogne? Bon, comme je l'avais dit au départ, nous sommes dans une course contre la montre et là, il y a l'honneur des pays qui est en jeu. Donc, chacun veut avoir la primauté de la mise au point du vaccin. Et ça, c'est pour l'image politique du pays, l'image économique et l'image, disons, scientifique. Parce que pour arriver à mettre au point ce vaccin, ça veut dire que on a les ressources financières pour enclencher le processus. Ensuite, on a les structures de recherche qui sont capables de trouver ce vaccin. Ensuite, pas seulement trouver, mais aussi tester, étudier l'innocuité et la capacité de protection de ce vaccin-là. Il faut avoir les ressources financières pour sa production. Et dans le cas du vaccin russe, oui, c'est dit que la production, ce sera l'année prochaine, disons le mois de septembre prochain. De septembre, oui. Le mois de septembre prochain, mais la phase 3 ne vient que juste de commencer. Et il n'y a pas d'informations partagées à ce sujet, parce que nous sommes dans un domaine de secret encore biotechnologique. Donc des informations ne sont pas divulguées pour voir est-ce que réellement le vaccin existe ou bien c'est juste un coup de bluff pour essayer de surprendre les autres concurrents sur le marché international des vaccins. On a écouté une déclaration tout récemment de l'OMS qui dit que ce vaccin doit être l'essai, voilà, doit être fait au niveau de l'instance mondiale pour s'assurer de l'efficacité. Est-ce que l'on attend de la Russie, c'est peut-être mettre à la disposition de l'OMS ce vaccin ou bien les composants de ce vaccin pour s'assurer de son efficacité? Il y a le problème de leadership. Les grandes puissances ne se plient pas toujours aux injonctions de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est vrai que sur le plan éthique, l'Organisation mondiale de la santé est responsable de tout ce qui est administré sur le plan santé publique. Oui. Donc, doit prendre les précautions pour s'assurer de l'efficacité, de l'innocuité de ces vaccins. Mais reste à savoir si la Russie va se plier au partage de l'information à ce stade. Tant qu'ils n'ont pas un vaccin qui a prouvé son efficacité dans leur population, c'est sûr qu'ils ne vont pas divulguer pour le moment. Puisque les autres pays n'ont pas aussi divulgué leur information. Puisque quand nous prenons le vaccin chinois en cours d'expérimentation au Brésil, le vaccin qui est en cours d'élaboration par Zeneca aux États-Unis, ça, les informations ne sont pas divulguées. Ça reste encore du domaine du secret de la biotechnologie. Donc c'est lorsque on passe à l'étape 3, à la phase 3, et qu'on a des résultats concluants, c'est en ce moment que les informations complètes seront divulguées, partagées avec la population mondiale. Donc pour le moment, je pense que c'est une question d'attirer l'attention des uns des autres pour éviter de donner de faux espoirs
en ce qui concerne ce vaccin. Et c'est toute la communauté internationale qui a besoin urgemment d'avoir un outil. Qu'ils vous souviennent, lorsqu'en 2014, la fièvre Ebola avait fait son apparition dans l'espace CEDEAO, il y a eu des vaccins qui avaient été proposés aux populations de Sierra Leone et du Libéria, tout en sachant que ces vaccins n'ont pas aussi subi tout le processus de recherche de mise au point d'un vaccin. Donc, il y a encore là un relent de guerre froide Est-Ouest qui ne veut pas dire son nom dans les déclarations des uns et des autres. Parfait. Alors, justement, il y a un autre vaccin qui est en essai aux États-Unis où il faut l'injecter à 30 000 personnes au moins. Hein. C'est ce qui a été fait. Est-ce que c'est la dernière phase qui peut quand même donner un ouf de soulagement à tout le monde entier? Bon, si les conclusions ou les résultats sont concluants sur le plan de l'efficacité vaccinale, c'est-à-dire la capacité de l'agent qui a été administré à protéger la personne qui l'a reçu, soit c'est en stimulant son système immunitaire pour la production des anticorps ou autres, ça dépendra de ce que cette troisième phase-là a donné pour essayer de voir est-ce que réellement c'est un bon vaccin efficace. N'oubliez pas, nous avons le vaccin contre le paludisme qui a franchi ces étapes, mais qui n'est pas toujours produit en quantité industrielle pour son administration parce que sa performance n'est pas très élevée. On est en dessous de 50% de protection. Donc, ça veut dire qu'il faut attendre ici les résultats. Et nous espérons que ce seront des résultats qui vont tenir la rigueur scientifique en matière de mise au point des vaccins. Pour que ce ne soit pas des discours des propagandistes pour essayer d'emballer les gens et après se retrouver devant des gens qui ont été vaccinés mais qui ne sont pas immunisés. Parce qu'il y a une chose vaccinée et l'autre immunisée. Donc on peut administrer, ne pas avoir le résultat escompté. On a vacciné quand même. Donc espérons les résultats. Quand on sait qu'on a plusieurs vaccins en cours de recherche à travers le monde entier, est-ce qu'à terme, on n'est pas tenté de dire qu'on a affaire à plusieurs vaccins pour la même cause, qui finalement, on sera dans un embarras de choix en matière de qualité peut-être, et puis du coût aussi? Oui, ça c'est le risque. Ici, il s'agit d'une compétition. Il s'agit d'une compétition entre l'Ouest et l'Est. Ça, il ne faut pas se cacher la face parce que cette séparation du monde est réapparue ces dernières années. C'est entre les États-Unis et la Chine. Donc, les pays industriels de grandes puissances de l'Est aussi se sont jetés à l'eau pour trouver le vaccin. Les gens de l'Ouest aussi. Même aux Pays-Bas aussi, il y a des recherches qui sont en cours et on aura certainement plusieurs outils. Maintenant, ça dépendra de la capacité de protection, donc l'efficacité du vaccin, son innocuité, son coût de production et son coût de cession. Donc, c'est là où se joueront, si jamais les expériences ou les essais sont concluants pour la production en grande quantité de vaccins. La recherche entre l'Est et l'Ouest, comme vous l'avez dit, mais dans tout cela, où est-ce que se trouve l'Afrique? L'Afrique, pour le moment, reste un spectateur, un consommateur invétéré. Nous posons toujours la question, pourquoi
Pourquoi, sans faire nous-mêmes l'effort de proposer des solutions à nos problèmes? Ceux qui meurent plus de paludisme, ce sont les Africains. Ceux qui souffrent plus de tuberculose, ce sont les Africains. Ceux qui souffrent plus du VIH, ce sont les Africains. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, si nous prenons le paludisme, ça fait déjà au moins un siècle que ça tue quotidiennement en Afrique. Mais nous n'avons pas encore un traitement proposé par les Africains, les chercheurs africains. C'est vrai qu'il y a des décoctions qui sont proposées ça et là, mais quelque chose qui est subi la rigueur scientifique selon la vision occidentale de la chose, il n'y en a pas encore. Même pour le vaccin, c'est pareil. Nous avons des chercheurs qui ont travaillé sur les différentes facettes du paludisme pour permettre d'avoir des vaccins. Puisque là aussi, il est question de la multiplicité de la présentation du plasmodium qui est responsable du paludisme. Parce que lorsque nous sommes en phase hépatique, ce ne sont pas la même expression génétique que le plasmodium présente. En phase érythrocytaire, ce n'est pas les mêmes informations. Et lorsque le plasmodium est en phase d'œuf, là aussi, ce n'est plus la même chose. Donc, ça fait qu'on a plusieurs gènes en même temps sur lesquels il faut agir. Donc, ça devient assez compliqué pour avoir un vaccin pour protéger même dès l'inoculation du parasite par l'anophèle femelle. À la phase hépatique, il faut avoir quelque chose pour lutter contre. Et à la phase des ovocytes, il faut aussi avoir quelque chose pour le faire. Donc, c'est assez compliqué d'avoir un seul vaccin pour gérer ces différentes phases de développement du parasite. Parce qu'à chaque phase du parasite, il y a des informations génétiques qui sont différentes. Donc, c'est nous qui mourrons le plus. Donc, en principe, nous aussi, on aurait pu s'investir dans la recherche de remèdes contre tout ce qui nous dérange. Le VIH, c'est pareil. Donc, il y a cette multiplicité d'informations génétiques qui empêchent la mise au point. Mais il faudrait que nous ne soyons pas que des spectateurs, des crieurs publics. Nous, on ne veut pas, nous, on ne veut pas. Mais il faudrait que nous proposions aussi quelque chose à la place de ce que les autres proposent que nous ne voulons pas. Alors, ce n'est pas peut-être parce qu'il y a une crise de confiance en ce qui est trouvé en Afrique en matière de recherche qui fait qu'aujourd'hui, il y a toujours cet élan de ne plus vraiment accepter les produits trouvés en Afrique. Quand nous prenons la dernière recherche en date, celle bien sûr du Madagascar avec ce produit dès le début de cette maladie à coronavirus, le Covid Organics, qui le président a eu à faire une communication autour, mais finalement ça n'a pas fait long feu. Je suis un peu mal à l'aise par rapport à cette problématique. Parce que lorsqu'on dit c'est parce que c'est en Afrique que ce n'est pas reconnu, essayons aussi de valoriser ce que nous-mêmes nous faisons, puisque nous-mêmes nous ne valorisons pas ce que nous produisons. La preuve, c'est que quand vous allez dans nos marchés, vous avez du riz thaïlandais, indonésien, importé chinois à des milliers de dollars américains que l'État doit chercher pour rembourser et mettre en équilibre sa balance. Alors qu'en même temps,
Nous avons du bon riz de Corvier. Nous avons du bon riz de Pelé. Nous avons du bon riz de Aouda. Nous avons du bon riz de Nampoche, de Glozou, de Mandouri. Mais nous ne consommons pas. Nous disons que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est meilleur. Les Togolais avaient fabriqué entre-temps des moustiquaires pour se prémunir contre les piqûres de moustiques. Les Togolais ont dit non, ce n'est pas bon. On préfère ce qui vient de l'extérieur. Donc, c'est à nous, ce n'est pas aux autres de faire la promotion de ce que nous proposons. Et si nous proposons des solutions ou des outils thérapeutiques, il faudrait que nous utilisions les mêmes protocoles pour démontrer leur efficacité. Quand vous prenez la technologie de l'information, des Noirs ont mis au point des choses qui sont utilisées par les Occidentaux. Ils n'ont jamais dit que c'est parce que c'est un Noir qui a mis au point. On ne l'utilise pas. Quand vous prenez dans les tunnels en France, à Paris, par exemple, les capteurs pour avoir le Wi-Fi, c'est un Togolais. Ah bon? Il l'a inventé, qu'il a mis au point. Mais on ne dit pas que c'est parce que c'est un Togolais, on ne l'utilise pas. Alcatel l'a incorporé dans ses équipements de base. Puisque vous n'avez pas financé la recherche, c'est aussi ça, aussi un autre débat. Hein? Non, il est question de récupération sur l'investissement. Il y a une méthode d'intervention chirurgicale sur la boîte crânienne, mise au point par un Béninois, qui est invité à travers les blocs chirurgicaux des pays occidentaux. Quand vous avez un problème crânien... Crânien, oui, quand on n'ouvre pas toute la tête. Non, c'est juste un petit trou et le chirurgien voit l'intérieur du cerveau et va toucher, il va juste prélever ce qu'il faut enlever. Ça, c'est béninois. Les Allemands l'invitent, il va. Mais le Bénin n'a pas investi, c'est vrai, au départ, mais le Bénin a investi dans sa formation de base, puisque du CP1 jusqu'en terminale, il a bénéficié de... Oui. Ah oui. L'État béninois... Il est redevable au pays, alors. Redevable au pays. Et le Togolais, finalement, lui, il a évolué durant tout son cursus. Il évolue là. Non, mais quand vous prenez généralement ceux qui sont allés après la licence ou la maîtrise, c'est des gens qui sont allés chercher. Et certains ont abouti à la mise au point de solutions pratiques pour choses. Vous aurez vu aussi une tablette qu'un garde de la POSO, il est en France, qu'il a développée pour l'enseignement à distance. L'enseignement, oui, à distance. Au primaire et autres. Oui. Mais maintenant, même si les pays africains n'ont pas investi dans la recherche, au moins qu'ils fassent la promotion de ce que leurs représentants ont mis au point, qui est de qualité, qui peut aider facilement l'émergence des pays. Parce que quand nous parlons de l'émergence, ce n'est pas un discours qui doit être juste un discours politique. Mais il faudra que, pas seulement avoir le ventre plein, mais c'est quitter au moins le niveau 3 de la pyramide de Maslow. Aller vers l'altruisme, la recherche du développement de la communauté. Ça, il faudrait qu'on y arrive aussi. Et il est important que nous arrêtons d'aller acheter des châteaux sur la côte d'Azur ou bien à Monte Carlo pour nous consacrer sur le développement des structures de base chez nous qui pourront permettre
l'industrialisation, parce qu'il ne faudra pas attendre que ce soit d'autres qui viennent encore avec leurs solutions nous imposer les produits qu'eux veulent. Parce que c'est à ça que nous assistons. Là, c'est d'autres qui viennent avec leurs usines clés en main, juste pour nous utiliser comme espace de production, force de travail, et repartir avec des bénéfices. Ce n'est pas peut-être ce qui est en train de se passer avec cette recherche concernant le vaccin à coronavirus. Depuis ce temps-là, on a entendu aussi au Togo une commission à l'université de Lomé qui, après des recherches sur recherche, ont dit bon, il y a finalement un problème de financement qu'on n'a pas pu trouver, donc les recherches vont devoir rester dans les tiroirs en attendant de voir clair. On pense faire autre chose. Hein. Ce n'est pas vraiment ça le souci des pays africains, les recherches. On est là que pour consommer. Et nous avons un problème d'organisation dans nos pays africains. Il faut que nous ayons une vision claire de ce que nous voulons pour nos pays, pour nos populations. On ne fait pas de recherche pour de la recherche, ça ne sert à rien. C'est quand on est rassasié qu'on va chercher comment est composé l'atome de Jupiter. Là où nous sommes, proposons des solutions pour tout ce qui nuit à nos capacités de production. Le paludisme, par exemple. On peut ne pas aller sur le plan de la recherche fondamentale, mais proposer des choses simples que la recherche permettra de vendre plus facilement. Parce que lorsque nous parlons de vaccins, de médicaments, nous sommes au niveau de la recherche fondamentale. Et avec les virus, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faudra avoir des installations de niveau au moins P3, parce qu'il faut extraire l'information génétique de l'agent infectieux dans de bonnes conditions pour éviter sa propagation dans la nature. Donc, la contamination du personnel et autres. Et ça nécessite de gros investissements. En Afrique, nous avons tendance à penser que c'est seulement l'État qui doit investir dans la recherche. Or, quand vous prenez les pays développés, c'est le secteur privé qui finance la recherche. Et c'est lorsqu'on a un bénéfice, on a découvert un produit, que ce produit-là peut être revendu à l'État, où l'État perçoit des taxes pour ce qui est de la commercialisation ou de l'exploitation. Mais en Afrique, nous attendons tout de l'État. C'est l'État qui doit financer. Non. L'État n'a pas cette capacité élastique, inépuisable. S'il faut tout financer, certainement que les 72% du PIB que représente la dette du pays sera dépassée 1000 fois. Prenez les hôpitaux tertiaires, les CHU. L'État ne peut pas les équiper aux normes internationales. Parce que c'est des équipements qui évoluent. Donc l'État ne peut pas chaque 2 ans changer les équipements. Parce qu'il y a de nouvelles technologies qui sont apparues. Et là aussi, c'est le privé qui devait être devant. Quand on construit des centres spécialisés, l'État vient en point. Et c'est le privé qui doit y aller. L'État ne peut pas créer de l'emploi pour chaque citoyen. Il faut que le privé investisse dans la création d'emplois pour accompagner l'État.
nous avons traversé le système parce que c'est l'éducation que nous avons reçue. Au départ, le Togo, en 1960, on n'était même pas à 1 million d'habitants. Donc, les quelques milliers ou centaines d'enseignants et de personnel de santé pouvaient être facilement payés par l'État. Mais plus la population accroît, plus les besoins de cette population augmentent. Or, les ressources de l'État ne suivent pas dans la même proportion. Ce n'est pas parce qu'on a une croissance à 2 chiffres que ça règle le problème. Parce que vous aurez toujours des gens qui resteront un peu à la marge. Et là, l'État essaiera par des volets sociaux accompagner tout le processus. Donc, nous, pour le moment, notre secteur privé s'occupe plus de la commercialisation des produits importés que de la recherche et de la production de solutions innovantes. Ce qui fait que les structures de recherche n'ont pas d'accès au financement. Parce qu'on peut emprunter. Donc, on fait l'investissement dans la recherche de ce qu'on veut et on peut rembourser sur le retour sur investissement aux structures. Or, ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, quand l'OMS dit nous devons prévenir le nationalisme vaccinal, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Avec le Covid-19, nous avions vu que tous les pays se sont renfermés sur eux-mêmes. Donc, il y a le confinement. Et actuellement, lorsque on a écouté les responsables de Bayer qui ont dit lorsque nous allons découvrir le vaccin, la grande partie sera réservée aux États-Unis parce que ce sont les États-Unis qui ont financé la recherche. Et comme certains analystes l'avaient dit, il y a un chantage envers les États, les autres États qui n'ont pas mis suffisamment de fonds dans la recherche. Et là, si le vaccin mis au point aux États-Unis, tel que ça a été dit, ça veut dire que les autres peuvent attendre et continuer pas à mourir en attendant que tous les Américains soient vaccinés d'abord avant que les autres ne bénéficient de ce vaccin, de cet outil de prévention. Et c'est dans ce sens-là que des boucliers se sont levés pour que on dise attention. Dans ce cas d'espèce, l'outil de protection, de prévention, qui serait le vaccin, devrait devenir un bien commun pour toute l'humanité. C'est-à-dire, si le Togo n'a pas mis un franc dans la recherche de ce vaccin, lorsqu'il sera mis au point, le Togo aussi pourra y avoir accès. Donc, au lieu que la Chine trouve et garde pour ses milliards d'habitants, ou que la Russie trouve et réserve ça pour ses centaines de millions d'habitants, et que les États-Unis s'occupent uniquement de leur population, il faudra qu'on revienne au multilatéralisme qui doit guider les relations, pas seulement économiques, mais scientifiques aussi, pour que tous ceux qui en ont besoin puissent en bénéficier, comme c'est le cas actuellement pour ce qui est du vaccin contre la rougeole, contre la tuberculose, contre les méningites. Donc là, il n'y a pas de nationalisme vaccinal, mais c'est un bien commun de toute l'humanité. Et lorsqu'on en a besoin quelque part,
on va. Mais ce n'est pas seulement ceux qui ont les moyens de s'en acheter qui pourront en avoir accès. Si on suit la logique américaine, c'est ceux qui ont l'argent qui pourront se vacciner. C'est là où je voudrais en venir. Quand on parle, nous devons prévenir le nationalisme vaccinal. C'est aussi une question de moyens. Hein. Quand on dit, par exemple, il faut mettre le vaccin à la disposition de tous les pays du monde entier qui ont été touchés par cette crise sanitaire, est-ce que le Togo a les mêmes moyens comme les États-Unis, par exemple, la Chine, par exemple, la France, l'Espagne et autres? Non, n'allons même pas dans cette comparaison. Est-ce que le budget annuel du Togo équivaut au budget annuel du Bénin à côté ou du Ghana de ce côté? Non. Donc, c'est pour ça que l'OMS attire l'attention des uns des autres pour dire attention, évitons de sacrifier les populations des pays pauvres. Parce que nous avons d'autres pays sur la planète Terre qui sont encore plus pauvres que le Togo. Il n'y a pas que nous. Le Togo, non. Oui. Donc, le Togo ne pourra pas faire face seul au moment venu à l'approvisionnement en vaccin contre la COVID-19. Ceux qui ont investi chercheront à récupérer rapidement leur investissement et faire leurs bénéfices. Ce qui veut dire quoi? Le coût de la dose ne sera pas à la portée de la bourse de chacun. Si nous prenons juste le test de PCR qui est effectué, si on demande à tous ceux qui ont été prélevés de payer, c'est sûr que des gens vont faire prêt qu'ils vont payer pendant une année pour pouvoir se faire diagnostiquer. Mais ça, c'est la puissance publique qui s'en occupe pour le moment. Pour les vaccins, l'adresse de l'OMS, c'est de dire, on connaît les modèles économiques. Lorsqu'on a de grandes commandes, le coût de production diminue. Oui. Donc, il ne faudra pas se dire, nous produisons les vaccins pour les Américains, nous produisons les vaccins pour les Chinois, pour les Russes, pour les Suédois, les Hollandais, mais nous produisons un vaccin pour l'humanité tout entière. Donc, les investissements dans les structures de production seront recouvrés même si on appliquait moitié prix ou quart de prix, parce qu'avec la quantité, on pourra rentrer dans les fonds investis. N'aura-t-on pas peut-être un autre souci quand nous prenons un exemple terre à terre, vous allez à la pharmacie, on vous dit que ce paracétamol est meilleur que l'autre, c'est parce que voilà, le prix est un peu... Est-ce qu'on ne sera pas à terme confronté à ce genre de problème où on aura des vaccins qui ne vont pas vraiment répondre aux attentes qu'il faut pour ces pays en voie de développement? Non, je pense au moins pour les vaccins, il y a un mécanisme d'assurance qualité qui permet d'éviter d'avoir des vaccins pour les pauvres et des vaccins pour les riches. Maintenant, pour votre exemple de paracétamol, par exemple, c'est celui qui fait la promotion de sa marque qui vous dit que mon produit est meilleur. Nous savons que le paracétamol, qui sont fabriqués en Chine, si on respecte tout le processus d'assurance qualité, il a les mêmes effets en Indonésie qu'au Togo. Donc, le reste, c'est du marketing qui est fait pour faire beaucoup plus de ventes et de bénéfices. Donc, pour les vaccins, il y aura
ce mécanisme international qui est en place, qui permet quand même d'assurer que la qualité y soit avec le prix. Puisqu'au début, on a parlé des vaccins qui seront bien sûr utilisés dans certains pays comme essais qui vont se servir de cobayes en quelque sorte. On avait parlé bien sûr de RD Congo où il y avait le médecin réputé là qui avait fait une sortie aussi du genre. Et ça fait débat, on parlait de la qualité du vaccin en question. C'est ce qui amène d'ailleurs à poser ce genre de questions pour mieux cerner le fond de ces vaccins-là qu'on aura à terme d'ici début d'année 2021 ou mi-2021. Oui, c'est là un peu ce qui... Parce que c'est vous qui êtes les professionnels du domaine. Quand vous faites des sorties, oui, non, ça fait foi quand même. Hein? Ce qui surprend un peu, c'est la réaction épidermique de l'Africain, qui est prompte à critiquer, mais qui est incapable de proposer une alternative. Pourquoi vous voulez que le blanc, l'Européen, soit cobaye pour le vaccin, pour qu'on vienne vous vacciner, vous, avec, après? Eh bien, pourquoi nous, on sera des cobayes pour aller... C'est ça le problème. Si vous ne voulez pas être cobaye de quelqu'un, proposez vous-même des alternatives. Les médicaments que nous achetons dans les pharmacies, combien d'Africains ont été cobayes pour tester leur efficacité, leur innocuité? C'est ça. Nous allons, nous achetons. Tramadol, on achète au bord de la route. On consomme, sans même se poser de questions. Mais il y a aussi les tramadol dans les pharmacies aussi, c'est juste une parenthèse. Hein. Oui, mais même en pharmacie, oui. Sur quel noir ça a été testé avant d'être vendu chez nous. Mais quand nous l'achetons, nous ne posons aucune question. Parce que chaque produit a suivi le processus là de mise au point. Maintenant, il y a des maladresses dans certains propos en son temps par rapport aux essais cliniques de vaccins en Afrique. Mais, tôt ou tard, si on dit que le vaccin est efficace sur le Brésilien, peut-être qu'on a encore quelques gènes de noirs parmi ceux qui ont servi de cible. Mais qu'est-ce qui dit que ce vaccin-là sera efficace chez moi? Si on ne fait pas d'études multicentriques pour voir quels sont les effets indésirables, quels sont les différents paramètres pour avoir un niveau d'efficacité élevé, ça peut être efficace en Europe, en Asie, mais pas chez nous. Et pourtant, nos États vont investir de l'argent pour nous vacciner avec un vaccin qui ne sera pas efficace chez nous. Jusqu'à présent, les gens se demandent pourquoi il y a beaucoup de décès dans les autres pays et chez nous, on n'en compte pas. Comme c'était prédit par certaines voix au départ. Comme l'OMS, c'est l'OMS qui l'a prédit au départ que l'Afrique n'a qu'à se réveiller, se préparer au pire. Pas seulement l'OMS n'a fait que sonner l'alarme pour que tous les pays se réveillent, les Africains se réveillent, parce que c'est une question de capacité. Pourquoi cette fixation sur l'Afrique? Non, c'est par rapport à nos systèmes sanitaires. C'est nos systèmes sanitaires. Il ne faut pas se voiler la face. Nous avons des efforts qui ont été faits, mais nous ne sommes pas encore au top niveau. Regardez, on a fermé les frontières, c'est impossible d'importer des médicaments.
Nous-mêmes, nous n'en produisons pas. Et la chloroquine, le Togo peut facilement en produire en nombre. On a des laboratoires au Togo, dans la zone portuaire et autres, que la chloroquine, c'est, enfin, selon un spécialiste, c'est pas quand même grand-chose. Hein. Peut-être l'autre produit... Vous importez d'où la matière première. C'est fermé. Vous ne produisez pas la matière première. Vous voulez produire le produit fini. Les frontières sont fermées pour les êtres humains, mais les marchandises et autres peuvent quand même... On peut passer des commandes par téléphone et puis... Oui. Nous sommes un peu dans l'approvisionnement. C'est un peu... Oui. Ce que ça a coûté d'avoir des équipements commandés. Parce que ce qu'on pouvait avoir en 2 semaines, on a mis 3-4 mois pour l'avoir. Parce que nous ne sommes pas les seuls à en avoir besoin. C'est ça l'autre souci. Parfait. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Qu'allons-nous retenir en substance de ce thème du jour? Nous devons prévenir le nationalisme vaccinal selon l'OMS. Oui, pour d'abord, en attendant d'avoir ce vaccin, il faudrait que chaque individu, chaque citoyen togolais prenne sa responsabilité pour se dire qu'est-ce que moi j'ai pu faire pour réduire l'expansion de l'épidémie dans mon pays. Qu'est-ce que moi, en tant que citoyen, j'ai pu faire? Pas qu'est-ce que quelqu'un a fait. Qu'est-ce que moi, j'ai pu faire? Il est question de responsabilité individuelle actuellement pour réduire le taux d'incidence de l'épidémie chez nous. Parce que des gens se disent, je ne peux pas respirer quand je mets le masque. J'avais déjà dit sur un média la dernière fois. Lorsque on a commencé par utiliser les moustiquaires pour se prémunir contre le paludisme, les gens disent, lorsque nous sommes sous moustiquaires, nous étouffons. Lorsque le VIH est arrivé dans notre pays, on a dit d'utiliser les préservatifs. On a dit non, quand nous mettons préservatifs, nous ne sentons rien. Et tout ça là, c'est dans la tête. Covid, les gens veulent mourir d'abord avant de croire que c'est une maladie qui existe et que ce n'est pas une invention du personnel de la santé pour avoir sa part dans les 400 milliards que le gouvernement a estimé nécessaires pour la riposte contre l'épidémie. Donc, n'oublions pas, nous avons Covid-19 dans nos sociétés. Nous avons les autres maladies qui continuent pas à tuer. Le paludisme continue pas à tuer. Le VIH continue pas à tuer. Les femmes meurent en couche. Les enfants ne sont plus correctement vaccinés. Et ça, c'est d'autres phénomènes que nous aurons à gérer plus tard. Donc, c'est à nous de prendre sur nous notre responsabilité, de contribuer à la lutte contre cette épidémie dans notre pays. Merci beaucoup, Dr Fantier Aokou, médecin de santé publique. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi pour votre fidélité à ce programme. C'est déjà la fin. Derrière nous, c'est le journal.